Bonjour, je m'appelle Adama, j'ai 27 ans, je suis maman de 3 enfants. Je viens témoigner à propos des l'excision, des agressions sexuelles et du repassage des seins. Pourquoi ce propos ? Parce que je l'ai vécu. Inni Soroma mon frère, Inni Soroma ma soeur, bonjour à toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Noandema, bonjour. Alors avant de commencer cet épisode de date, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu t'abonnes à la page et que tu actives la petite cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de mettre le petit like, ça fait du bien, ça aide à faire grandir la chaîne. Alors aujourd'hui, Adama veut briser le silence et faire changer les mentalités sur des sujets tabous qui gangrènent notre communauté. On en parle après le jingle. Jingle! Bonjour Adama. Bonjour. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui. Merci à toi. Alors Adama, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance ? De mon enfance. J'ai grandi dans le sud de la France, je suis née en France, à Limoges. D'accord. Voilà. Mais j'ai grandi à Avignon, j'ai fait 17 ans là-bas. Et c'est suite à cela qu'on est monté en région parisienne où j'ai fait 9 ans. D'accord. Quel âge avais-tu quand tu étais abusé pour la première fois ? Est-ce que du même abusé, c'est le bon terme ? Est-ce qu'on dit abuser, agresser ? Qu'est-ce qui est le plus adéquat ? Pour moi, à mon sens, ce n'est que mon avis, il n'y a pas forcément de bon terme. C'est, l'épreuve, elle est là. Et puis, tout simplement, après moi, j'ai été agressée, puisque la première fois, ça a été lorsque j'étais à la maternelle, j'avais 4 ans. D'accord. Donc, c'était un enfant qui avait le même âge que moi. Son but premier n'était pas de faire jouer ses hormones sexuelles. Je pense que c'est un enfant qui a plutôt voulu reproduire ce qu'il a dû voir à la télé ou même ses parents, je ne sais pas. Mais comment tu t'es senti juste après ça ? Comment est-ce que tu t'es senti après cette agression ? Après, sincèrement, je me rappelle pas. J'ai juste ce souvenir parce que c'était vraiment la toute première fois. Et c'est vrai que c'est pas commun à cet âge-là, des petits jeux comme ça, touche pipi comme certains le disent. Donc du coup, c'est plus adéquat de dire agresser sexuellement. Agresser sexuellement, ça dépend de la situation de la personne. Moi, comme je l'ai vécu, oui, ça a été des agressions sexuelles, bien qu'il y ait eu des viols aussi après. Donc ça dépend vraiment de ce qui s'est passé. Mais là, en l'occurrence, par rapport à l'histoire que je viens de te raconter par rapport à cet enfant, oui, c'était une agression sexuelle. C'était plus du toucher et voilà. Et donc du coup, le viol, c'est quoi ? C'est lorsqu'il y a les pénétrations, en fait. C'est lorsqu'il y a pénétration qu'on considère que l'acte est un viol. D'accord. Quel a été le déclic qui te donne la force de vouloir en parler aujourd'hui ? Alors le déclic, j'ai enchaîné diverses séparations avec des hommes, donc j'avais pas envie que mes enfants gardent cette image de moi. J'aurais voulu qu'ils puissent avoir une image de couple stable en éducation, puisque l'éducation aussi c'est par ce que l'on voit. Et c'est vraiment mes enfants qui m'ont motivée. Mais tes enfants, ils ne sont pas au courant de ce que tu as subi. Ils ne sont pas au courant, mais les enfants, ils sont petits et ils absorbent, ils apprennent justement à grandir par ce qu'ils voient également et par ce qu'ils entendent. Et pour moi, voir une mère qui n'est pas stable dans ses relations de couple, j'allais leur apporter une éducation pas forcément stable et au risque que, en grandissant, ils ne soient pas stables en couple. Est-ce que du coup, les violences que tu as pu subir ont affecté ou affectent ton couple aujourd'hui ? Je ne suis pas en couple aujourd'hui. Ah, tu n'es pas en couple, ok, non. D'accord. Mais ça affecte quand même l'éducation de mes enfants. Pour ce qui est de l'excision, quel âge avais-tu quand ça s'est produit ? J'avais 9 ans. 9 ans. Oui. Et ça se passait en Guinée. En Guinée ? Oui, dans mon pays d'origine. Je suis partie en vacances. Et d'ailleurs, c'est la première fois où je sortais de France. D'accord. Parce que je ne suis jamais sortie, même pour aller en Espagne ou à Londres ou quoi que ce soit. Et donc voilà, c'était vraiment mes premières vacances hors de France. Comment est-ce que tu t'es sentie quand tu l'as vécu ? Est-ce que tu as mesuré la gravité de l'acte ou c'est après coup que tu l'as mesuré ? Comment je me suis sentie ? Bon, moi c'est un petit peu un cas à part des autres. À l'heure d'aujourd'hui, je me sens trahie. Voilà, parce que j'étais pas au courant en fait. Donc on m'a ramenée, moi ça a été fait dans une clinique. D'accord. Donc ça a été fait, on va dire, dans de bonnes conditions par rapport à certaines personnes. Donc moi on m'a fait une piqûre au bras, mais bon, piqûre au bras, dans tous les cas j'ai tout senti. Et comment on se sent ? On est dans la peur. Après moi, comme j'avais été quand même victime d'agressions sexuelles avant, il faut dire je vais vous expliquer un petit peu. On m'a allongée sur un lit d'hôpital. Donc au début on m'a dit oui, que c'était vraiment juste pour regarder. Et moi en fait, en y réfléchissant, au début j'allais me laisser faire, mais ensuite je me suis dit mais non, parce qu'après ils vont voir que j'ai été agressée. Et du coup c'est là que j'ai commencé à faire résistance. Donc ça veut dire que là j'étais dans l'action où voilà, on allait, donc on m'a bloquée.
et les bras, les jambes, plusieurs personnes. Et c'est là l'infirmière, c'est une infirmière, enfin à mon sens c'est une infirmière, elle est venue et elle m'a tapé son coup de ciseau. D'accord. En plusieurs coups. Et donc du coup, donc là tu dis que tu ne voulais pas qu'elle découvre que tu t'es abusée sexuellement. C'est ça. Donc du coup, quand tu avais 9 ans, tu continuais toujours à te faire abuser? Oui. D'accord. Oui. Et là c'était par une autre personne? Oui, là c'était par d'autres personnes. Donc sur le moment, moi, lorsqu'ils ont terminé de me faire cette excision, j'ai été soulagée. Par rapport à d'autres personnes que je sais que voilà, elles vont rester bloquées sur ça. Moi, par contre, à ce moment-là, j'étais soulagée parce que je me suis dit, finalement, en fait, elles n'ont pas vérifié que j'ai été agressée. Donc, tu vois, il y a une violence qui en a caché une autre. Wow. Et il y a certaines personnes elles sont là, elles vivent pleinement leur excision, on va dire. Mais moi, c'est vraiment après que je me suis rendu compte de tout ça et j'ai pas compris. Pour vous dire, j'ai rigolé. Lorsqu'ils m'ont lâché, j'ai rigolé. Parce que vraiment, j'étais soulagée, tu vois. Ouais. Non, tu as vraiment tiré ta force sur une autre douleur, en fait. Pour cacher une autre. Ouais. Est-ce que du coup, tu en veux à tes parents? Si j'en veux à mes parents, sincèrement... Toujours aujourd'hui? Toujours aujourd'hui, mais je leur en veux, on va dire, inconsciemment. Parce que dans la conscience, je leur parle. Je parle avec eux. J'essaye d'avoir des rapports normaux avec ma mère, mais c'est assez compliqué parce que moi, j'estime qu'elle ne m'a pas donné d'éducation. Donc, j'ai jamais été vraiment proche d'elle. Et donc, voilà, maintenant, je suis adulte. J'ai du mal parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été construit entre nous. Quand tu dis que tu n'as pas eu d'éducation, ça veut dire quoi? Elle ne t'a pas éduqué ou bien elle ne t'a pas protégé? Pour moi, elle ne m'a pas éduquée et elle ne m'a pas protégée. Donc, parce que de toute manière, dans l'éducation, on apprend quand même à l'enfant à se protéger. Et lorsque je dis qu'elle ne m'a pas éduquée, c'est que ma mère, en fait, elle était là. Elle était là. J'ai été élevée, c'est-à-dire nourrie, lavée, etc. Mais éduquée, en soi, elle ne m'a pas donné de clés de façon à m'en sortir dans la vie, tu vois. Pour quoi que ce soit, quoi. Tout bête. Lorsque j'ai eu mes règles, elle m'a pas expliqué, elle m'a juste tendu ça, je savais pas combien de temps ça allait durer, enfin rien du tout. Donc c'est ce genre de choses-là. Elle m'a pas vraiment appris, elle m'a pas donné vraiment de clés pour me permettre en fait de grandir, enfin d'avancer, de progresser. D'accord. Et pour ce qui est du repassage des seins, ça consiste à quoi exactement? Le repassage des seins, d'après ce que j'ai compris, en tout cas aujourd'hui, le but c'est vraiment que la poitrine de la jeune fille ne se développe pas. Et c'est pour qu'elle ne puisse pas attirer les hommes, en fait, tout simplement. D'accord. Voilà. Après, parce que ça dépend des villages. Nous, par exemple, voilà, les jeunes filles, on les marie assez tôt. Et donc, il y a des membres de ma famille qui ont été mariés tôt. Et je pense que c'était pour m'éviter cela, en fait. D'éviter de te faire... D'éviter que l'on voit, en fait, que je rentrais en âge de puberté et qu'on me marie tôt. Et tu avais quel âge, du coup? J'avais 11-12 ans. 11-12 ans, d'accord. Et c'était fait dans un hôpital ou par un membre de la famille? Voilà, ça c'est vrai que je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ça a vraiment été un membre proche de la famille qui me l'a fait. D'accord. En consentement avec les parents? Non. Donc tu me disais en off que pendant un groupe de parole, ça t'a libéré aussi certaines choses qui sont remontées, que tu as pu extérioriser. Oui, justement, c'est le repassage des seins. Parce que lors d'un groupe de parole, le matin même, j'ai une cousine, c'était elle qui m'a rappelé ce souvenir du repassage des seins. Elle m'a dit, voilà, il y a sa maman qui est décédée, puis à son âme, elle me disait, tu te rappelles lorsque tu avais dit à ma mère qu'on t'avait fait telle chose et que tu avais pleuré? Et en fait, à la base, on se rappelait des bons souvenirs de sa mère. Mais par contre, lorsqu'elle m'a dit ça, ça m'a pas fait rire, tu vois. Et je suis restée bloquée un instant. Et le soir même, on a eu un cours avec une professionnelle en éducation sexuelle. Et elle commençait à nous parler du désamour. Et moi, j'étais à une période vraiment où je me détestais. Je me suis jamais aimée, en fait, à travers toutes ces violences. Parce qu'aussi, j'ai vécu les violences conjugales. J'en ai pas parlé parce que voilà, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai vécu aussi les violences conjugales. Et donc, en fait, à travers tout ce que j'ai vécu, je me détestais. Je me détestais, mais vraiment, en fait. Et en fait, elle expliquait que justement, les violences engendrent le désamour. Et j'ai fait le lien avec ce que ma cousine elle m'a dit le matin. Je me suis dit, mais en fait,
Moi, toute ma vie, en fait, on voulait vraiment piétiner de façon à ce que je me déteste. Apparemment, tu t'es converti à l'islam. Du coup, je voulais qu'on parle aussi de ça. Moi, je me suis pas convertie. Ah, Je suis musulmane de naissance. Ah bon? Je parlais de mon voile, pourquoi je m'étais voilée. J'ai dit que je m'étais voilée parce que j'avais tellement enchaîné d'échecs, d'erreurs, que j'en étais venue à me sentir en danger. Je me sentais en danger, en insécurité, mais face à moi-même. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé en fait de me voiler, parce que pour moi, c'était une manière de me protéger de ma propre personne et de faire barrage aux hommes. Mais c'est parce que j'avais peur de moi avant tout. Donc du coup, le voile pour te protéger en fait. Voilà, c'était pour me protéger moi. Du regard des hommes, certes, mais aussi des comportements en fait des comportements que les hommes pourraient en voir. Non, c'est moi-même en fait. J'étais rentrée dans un schéma de victimisation et ça veut dire qu'à un moment, je cherchais à me faire agresser. En fait, je l'ai tellement vécu que c'était devenu comme une drogue. Donc, lorsqu'on m'agressait pas, ça devenait un manque. Parce que pour moi, mon cerveau en fait, il a assimilé les agressions sexuelles à de l'amour. D'accord. Ouais. Donc, j'étais rentrée dans ce schéma. Donc, du coup, tu cherchais un petit peu à me faire agresser. À te faire agresser. Voilà. Par des actes un petit peu provocateurs et autres. Et voilà, là, c'était vraiment pour me protéger de moi-même. D'accord. Ok, et aujourd'hui, le fait que tu aies vécu donc tout ça, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, aujourd'hui, comment je me sens? Aujourd'hui, je suis à l'aise avec mon histoire. Mon histoire fait partie de moi. Aujourd'hui, quel est ton rapport avec les hommes? Personnellement, j'ai un bon rapport. J'ai envie de refaire ma vie. Aujourd'hui, je suis célibataire, mais j'espère toujours pouvoir me remettre en couple et tomber amoureuse. Donc, même pour les femmes qui ont subi ce genre d'épreuve, il est donc possible encore d'aimer? Oui, il est possible d'aimer à nouveau, mais il faut quand même être dans un cheminement de guérison et aussi à condition de se faire accompagner. Donc, tu fais également des accompagnements? Oui, je fais des accompagnements et il consiste à aider ces femmes justement victimes de violences à retrouver une stabilité morale tout en préservant leur famille, leur culture et surtout leur personne. Et peux-tu me parler de ton association Sereinement... Oui, Sereinement Vivante. Sereinement Vivante, voilà, c'est ça. Oui, Sereinement Vivante, le but c'est vraiment ça, d'aider les femmes à libérer la parole et ensuite aussi créer une énergie de groupe de femmes qui veulent aller vers la résilience et qui veulent s'en sortir surtout. Et si maintenant tu devais dire un mot à Adama d'il y a 9 ans, que lui dirais-tu? Question très intéressante. D'ailleurs, j'ai écrit une lettre pour cette Adama et je vais te lire un passage si ça te plaît. Bon, vas-y, je t'en prie. À toi, ma petite, née un mois de juin 1993, je te promets de devenir l'oreille que tu n'as pas eue, d'écouter chacun de tes mots afin de soulager tes maux. Donc, mots MAUX. Quel message as-tu à donner à une personne qui a subi et qui n'ose pas parler? Justement, commencer avant tout par écouter nos mots, comme je disais dans mon texte, écouter nos blessures et se connecter justement à cela. Et ensuite, commencer par libérer la parole. Ok. Est-ce que je peux dire ça à cette personne? Le message que je souhaiterais dire à mon frère, ma sœur, d'ici, d'Afrique et d'ailleurs, se ressaisir et de ne pas refouler. Car tu retardes une explosion qui risque de dynamiter tout l'équilibre que tu essaies de construire. Se ressaisir et ne pas avoir honte d'en parler, car ton histoire deviendra ton allié pour avancer. Qu'il faut se ressaisir et en parler pour se libérer, et que malgré la douleur, tu en ressortiras grandi. Reprendre ta légitimité, ne pas attendre que l'on valide ta souffrance et ton histoire. Reprendre ta légitimité et ne pas te bloquer pour la famille, la culture ou la religion, car ils sont là pour être tes alliés et te préserver. En tout cas, merci beaucoup Adama d'être venu ici, d'être venu partager en fait ta vie avec nous. Merci beaucoup. Et je voudrais dire à mes frères et à mes sœurs que si vous aussi vous sentez que ce combat-là vous parle, il est important pour nous d'accompagner Adama, de l'élever telle une guerrière, telle une Kimpa Vita. On doit la soutenir. Elle a besoin de nous. Elle a besoin qu'on l'accompagne en fait. Donc du coup, c'est pour ça que moi, je te fais ce don à ton association pour t'aider. Parce que je sais que ton combat, on a besoin de toi. On a besoin de t'élever. Et c'est pour ça que j'encourage mes frères et mes sœurs aussi de donner quelque chose, 1 euro, 2 euros. Ce n'est que comme ça qu'on pourra y arriver. C'est que Adama, elle a pris ce risque. Elle a fait ce pas de venir ici à nu
partager son expérience avec nous et on doit l'encourager. Donc si toi aussi tu sens le besoin de le faire, encourage-la parce qu'on est conscient que son combat, il est hyper important pour notre communauté. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est clair que dans notre communauté, on n'ose pas traverser certaines choses, on n'ose pas dire certaines choses de par le poids de la religion, le poids de la culture, le poids de la famille. Et du coup, Adama, elle ose le faire. Et c'est pour ça qu'elle a besoin qu'on la soutienne. Elle a besoin de toi. Donc du coup, je t'invite toi aussi à la suivre. De toute manière, je mettrai toutes les informations sur YouTube, dad.info, qui va s'afficher quelque part, je ne sais pas où, sur l'écran. Je mettrai donc toutes ces informations sur ma barre d'infos pour que tu puisses la soutenir, pour que tu puisses l'accompagner, témoigner. En tout cas, tout sera sur ma barre d'infos. Merci beaucoup Adama en tout cas d'être venu. Je te remercie plutôt toi. Hein. Je m'y attendais vraiment pas de m'accorder de diffuser ce message à plus grande échelle. Et voilà, ça a été une belle expérience, toute première, mais très très belle. Je t'en remercie vraiment. Non, c'est moi qui te remercie. Vraiment, vraiment, merci pour toi, merci à toi. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu représentes, merci pour ton combat, merci d'exister. Merci. Merci, je suis touchée. Au revoir. Ciao, on fait ciao. Ciao. Merci à toi, ma soeur, mon frère, d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je suppose que toi, comme moi, tu étais touché par le combat d'Adama, tu étais touché par la force d'Adama, tu étais touché par sa résilience, tu étais touché par son ancrage et que toi aussi, tu aimerais contribuer à l'élévation de notre sœur. Si maintenant, tu as une compétence, tu peux être agent, tu peux être manager, tu peux être avocat, tu peux être web designer, tu penses que tu as une compétence, peu importe, qui peut aider à faire en sorte que notre sœur aille beaucoup plus loin, parce qu'elle a déjà mis les choses en place, mais maintenant elle pourra encore aller beaucoup plus loin. Donc si maintenant, comme on dit, hein, ensemble, on va plus loin. Et nous sommes persuadés que le combat d'Adama, c'est un combat qui est hyper important pour notre communauté. Surtout, n'hésite pas à la contacter. N'hésite surtout pas. Donc, toutes ces informations seront sur ma barre d'infos. Et aussi, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de liker, n'oublie pas surtout de partager parce que je pense que cette vidéo, elle peut aider beaucoup de monde. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, merci, à très vite. Ciao!